Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans ce club francophone, votre émission consacrée aux livres et à la francophonie. Nous allons vous faire voyager depuis les studios de TV Monaco avec ce rayonnement international à travers nos séquences et reportages avec de grands auteurs et artistes. Aujourd'hui, on vous emmène dans le monde de la poésie avec deux grandes personnalités. Nous irons dans le jardin des Boulingrins à Monaco avec l'acteur et chanteur Lambert Wilson, passionné par la poésie et la nature. J'ai l'impression que plus personne n'observe quoi que ce soit, parce que les gens sont beaucoup plus intéressés à regarder leur propre portable ou leur propre image d'ailleurs sur les portables. Et la solution, elle n'est pas dans soi-même, elle est dans le rapport à la nature, dans l'observation de la beauté. Enfin, sinon la beauté, en tout cas simplement voilà, ce qui constitue l'univers. Lambert Wilson, intime autour de la poésie, de l'écologie, de son incroyable parcours. Après Matrix, il sera à l'affiche de la nouvelle série Harry Potter, dont le lancement mondial est prévu pour fin 2026. Et puis notre club de lecture, bien sûr, avec des passionnés de livres, dont une jeune lectrice lycéenne et les pépites des libraires, avec notre libraire belge, Déborah Damblon, depuis Bruxelles. Je vous le disais dans le sommaire, deux personnalités pour parler poésie aujourd'hui dans le cadre du nouvel événement Monaco Poésie Nuit et Jour. On vous emmène tout de suite dans un endroit magique, inaccessible pour le public, la terrasse privée de l'hôtel Hermitage avec Thierry Consigny. Bonjour Thierry Consigny. Bonjour. Merci beaucoup de nous rejoindre ici. Nous sommes au cœur de Monaco, à l'hôtel Hermitage, où se déroule la première édition de Monaco Poésie Nuit et Jour, dont vous êtes le curateur, le commissaire. Qu'est-ce que vous attendez de cet événement, vous ? C'est un peu une révélation. C'est-à-dire que je pense que Monaco est très poétique. Il n'y a qu'à voir autour de nous, c'est un endroit extrêmement poétique en soi et où cette poésie a été très nourrie, enrichie depuis des années et des années, en particulier, je dois dire, par l'engagement de Son Altesse Royale, la Princesse de Hanovre, l'opéra, les ballets, les orchestres, le musée, le pavillon Bozio, les rencontres philosophiques, tout ça, c'est de la poésie. Le prix Prince-Pierre aussi. Le prix Prince-Pierre, absolument, etc. Mais c'est infini. Là, c'est que bon. Et en créant ça, c'est un peu l'idée de mettre le point sur le i de poésie. Parce que tout ça, c'était poésie, mais ce n'était pas marqué poésie. Maintenant, voilà, on dit le mot poésie. Il est dit dans la présentation de l'événement, Thierry, que c'est une réponse au tumulte mondial. Comme si Monaco se positionnait comme un lieu de paix, un lieu de culture aussi, cosmopolite en plus. Oui, ça ne veut pas dire Havre, parce que quand on dit poésie, on a tendance à penser la paix, etc. C'est vrai que ça fait partie de la chose, mais la poésie peut être très rude. Mais plutôt que Havre, je dirais foyer vibrant, vivant, de poésie, c'est-à-dire quand même d'esprit, etc., même d'amour en fait. Dans la poésie, il y a de l'amour. Dans un monde, particulièrement ces jours-ci, effectivement, qui n'est pas dans cette idée-là, quoi. Alors vous avez publié des récits intimes, plusieurs livres, Thierry Consigny, dont un avec votre fils, Charles Consigny. La poésie, c'est aussi très intime, c'est une affaire très intime, avec des résonances très personnelles. Alors oui, vous faites allusion, j'ai par exemple mon premier bouquin, ça s'appelle La mort de Lara. Il se trouve que j'ai perdu une petite fille qui avait 4 ans, qui s'est noyée. Bien sûr, ça fait partie de mon histoire. Charlotte Casiraghi, elle vient d'écrire un livre qui s'appelle La Fêlure. Voilà, c'est ma fêlure à moi. Et oui, alors la poésie, disons qu'elle elle annule pas du tout ça. Elle n'est pas une consolation des fêlures, etc. Mais elle les rend vivable parce que belle. La poésie arrive à trouver. Souvent, elle est un peu triste, il faut dire, la poésie. Il y a des gens qui n'aiment pas la poésie parce qu'ils trouvent c'est triste, etc. Mélancolique, en tout cas. Mélancolique, etc. Souvent, il n'y a pas que, mais enfin, il faut dire que la grande majorité, la poésie. Parce que la poésie, un grand poème, comme il encapsule toute la création. Tout ce monde autour de nous. Et dans la création, il y a la vie, il y a la joie, mais il y a aussi la mort, la tristesse, etc. Donc il y a cette part-là. Mais simplement, elle donne à cette part-là un éclat, même quelquefois une délectation.
on peut trouver une certaine délectation mélancolique à dire un poème, etc. Et du coup, au lieu que la chose soit, la tristesse, etc., soit insupportable, au contraire, elle devient presque une douceur. Votre famille est très impliquée dans le monde de la culture. Votre sœur, c'est Anne Consigny, la grande comédienne Anne Consigny. C'est vous qui lui avez donné le goût de la littérature, des textes littéraires, de la dramaturgie, ou c'est l'inverse? Non, alors c'est elle. Je vais la faire courte, mais c'est une longue histoire. Quand elle était toute petite fille, elle avait 8 ans, il se trouve qu'elle a été engagée, par des raisons anecdotiques, pour jouer un rôle dans Le Soulier de satin de Paul Claudel, avec des très grands acteurs, etc. de l'époque. Et donc elle avait 8 ans, moi j'avais 10 ans, et j'allais presque tous les soirs la voir au théâtre, jouer ce rôle, etc. Et donc ça nous a remplis de Claudel et de la poésie, etc. Voilà. Donc ça vient d'elle. Voilà. Merci beaucoup Thierry Consigny. Merci beaucoup. Merci pour cet entretien ici dans le cadre de Monaco Poésie Nuit et Jour, à qui on souhaite longue vie. À bientôt Thierry, merci. Merci Emmanuel. Cette semaine, le Club francophone vous parle poésie dans un esprit accessible à tous. Rendre l'art et les œuvres littéraires accessibles au grand public et la jeunesse, c'est l'un des souhaits de Lambert Wilson. Le comédien, très rare à la télévision, nous a emmenés dans un lieu inspirant au milieu des plantes. Nous voici arrivés dans les jardins de Boulingrin. Bonjour Lambert Wilson. Bonjour. Merci beaucoup de nous recevoir ici à Monaco. C'est une ville, une principauté que vous connaissez parce que vous avez enregistré votre premier album musical ici, je crois. Premier récital classique à la salle Garnier. Dans l'ordre, premier récital classique, une folie de jouer dans cet opéra Garnier sublime avec l'orchestre. Et ensuite, ça a donné naissance à cet album de comédie musicale, Musicals, enregistré avec l'orchestre. Et puis après, je suis venu créer des spectacles ici, notamment un spectacle sur Yves Montand. Je suis venu au théâtre Princesse Grasse pour faire du théâtre. Je suis revenu plein de fois. Bon, vous vous sentez bien à Monaco? Mais oui, enfin, le problème c'est que un peu dans une ambiance hors parisianisme, je dirais. Oh, c'est bien pire que le parisianisme. C'est beaucoup plus concentré au niveau de la mondanité quand même, pardonnez-moi. Mais non, c'est surtout un endroit de nature, un endroit très beau. Enfin, et puis personnellement, j'aime énormément le 19e siècle. Ça veut dire que quand on se retrouve dans une atmosphère belle époque, comme c'est le cas de beaucoup des grands palais ici, je trouve ça merveilleux. On voyage dans le temps. Alors c'est vrai que vous aimez beaucoup la nature. On va se balader dans ce jardin. Avec plaisir. Je vais vous faire découvrir le jardin des Boulingrins, qui est surnommé aussi un peu plus haut la Petite Afrique. Et on a toutes sortes de plantes. Vous êtes très attaché à la nature, aux plantes, aux arbres, Lambert Wilson. Vous vivez d'ailleurs dans la nature, dans un moulin où il y a de l'eau d'ailleurs, parce que vous aimez l'eau en mouvement. En fait, j'aime énormément les plantes et j'aurais pu être botaniste. Je crois qu'en fait, c'est un métier beaucoup plus intéressant que d'être acteur. Et je trouve que, je sais pas, la recherche scientifique, finalement, ce sont des activités beaucoup plus respectables que simplement celle d'être un divertisseur. Rendre la poésie vivante, c'est ça qui vous intéresse aussi. Et à travers ce festival, c'est ce que vous avez fait. C'est de permettre de rendre accessible l'art, toute forme d'art, y compris la poésie, qui est parfois décriée, sous-estimée. Elle n'est pas décriée, elle est ignorée complètement, simplement. C'est ça. Alors en fait, je dois dire que, comme des membres du public, je la connais mal finalement. On a l'impression que je suis un peu cultivé comme ça, etc. Mais non, c'est une chose que je découvre quand je fais ces concerts avec des musiciens et que je lis quelques poèmes, etc. Je fais ma culture lentement. Et je me dis, la poésie, ça a une fonction très particulière qui est à mi-chemin entre la musique et la littérature. Je trouve qu'on devrait tous mémoriser un poème. Vous êtes un artiste complet, en tout cas Lambert Wilson, vous défendez l'art accessible. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que vous passez des films d'auteur à des films grand public comme Matrix par exemple, ou distrayants comme Barbecue, à des séries comme Harry Potter que vous allez faire prochainement. Vous avez envie de montrer toutes les facettes de l'art artistique, de l'art du comédien? C'est beaucoup plus prosaïque que ça, c'est qu'en fait je m'ennuie très vite.
Donc en fait, si vous me faites faire un style, je m'ennuie, si je dois le répéter, si on me propose systématiquement la même chose, ce qui est vraiment le danger qui guette les acteurs. Moi, c'est simplement ça, c'est que quand j'ai fait du cinéma, je vais faire du théâtre, quand j'ai fait du théâtre, je vais faire la comédie musicale, je m'ennuie vite. Je m'ennuie vite, donc voilà, j'ai envie que la vie soit variée. Elle est courte, hein, il faut emmagasiner le plus d'expériences possible. Si c'est pour jouer pendant toute ma vie des avocats chics, bien habillés et méchants, mieux vaut changer de métier tout de suite. Non mais sinon c'est vraiment... Alors c'est un vrai travail difficile parce qu'il faut provoquer cette envie chez ceux qui vous demandent de travailler. Il faut provoquer une envie de vous faire autre chose que ce que vous avez fait. Et parfois je lis des scénarios et puis je dis non, le rôle que vous me proposez là je l'ai déjà fait, c'est ennuyeux. Mais par contre là celui qui a moins de jours de tournage, mais ça j'ai pas fait, ça j'aimerais bien y goûter parce que c'est pas que se mettre en danger, c'est plus pour moi une question de politesse par rapport au public, c'est aussi se dire on va leur montrer des images différentes. Moi, une des actrices qui me plaît le plus et qui me réconcilie avec le métier d'acteur, c'est Meryl Streep. Mais pourquoi? Parce que je sais que quand je vais voir un film avec Meryl Streep, je ne sais jamais ce qu'elle va faire. Elle me surprend toujours. Je sais qu'elle ne va pas se répéter. Et ça, moi, pour aller voir un acteur qui fait systématiquement la même chose, non. Mais vous y mettez beaucoup de vous quand même, Lambert, parce que quand vous incarnez un rôle, vous allez loin. Dans Des hommes et des dieux, vous étiez aussi dans la recherche aussi de cette histoire. Quand vous avez incarné l'abbé Pierre, vous avez tissé des liens avec lui. Enfin, c'est la moindre des choses que de mettre un peu de soi-même quand on fait ce métier-là, parce que si on ne met pas de soi-même... Même dans une comédie, vous y mettez de vous. On a l'impression que c'est vous, d'ailleurs. Mais merci, je le prends comme un compliment, ça veut dire que j'ai bien fait mon travail. Vous êtes plein de paradoxes, Lambert, parce que la religion, bon, vous l'avez évidemment côtoyé avec l'abbé Pierre, avec Des hommes et des dieux, et en même temps, vous dites « les religions me font peur ». Oui, on peut côtoyer justement plein de choses, des philosophies, des religions, etc., et les observer, et réfléchir. Et effectivement, la religion et les dogmes me font très très peur. Ça ne m'empêche pas d'être fasciné par les questions de foi, par la spiritualité, par les gens qui en sont détenteurs de cette foi, de cette essence de l'élévation. Mais c'est vrai que j'aime pas quand on me donne des modes d'emploi trop faciles. Lambert Wilson, qu'est-ce que la poésie vous permet d'exprimer que le cinéma ne permet pas? Oh, vous savez, au cinéma, on parle pas beaucoup. Hein. Je veux dire, en fait, les scènes sont courtes. Le cinéma, c'est quelque chose qui a beaucoup plus un rapport avec l'action, avec l'image. Les scènes sont assez frustrantes. Ah oui? C'est rare qu'il y ait des vraies scènes de jeu où le langage est important. Et donc, en fait, je me rattrape en faisant soit du théâtre, soit en lisant de la poésie sur scène, parce que là, on a une vraie matière de langage, de sens, et puis des styles très différents, des époques très différentes. Là, ce soir, je vais passer de 7 siècles avant Jésus-Christ, en passant par la Renaissance, le XVIIIe siècle, le XIXe siècle romantique. Voilà, très souvent au cinéma, on a très peu de choses à dire, mais c'est pas grave, on fait ça pour autre chose. On est à l'intérieur d'une image. Ça vous inspire l'air marin, la Méditerranée? Vous êtes plutôt un homme du terroir, comme on dit, un homme de la campagne? Oui et non, parce qu'en même temps, mes parents avaient une maison du côté de Bandol quand on était petits, et moi je venais tous les étés dans la mer. Et c'est resté quelque chose de fondamental pour moi. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai besoin, je ne peux pas passer un été sans, à un moment donné, être... Au bord de l'eau? Plus qu'au bord de l'eau, plonger dans l'eau. J'ai besoin de la Méditerranée. C'est plutôt vers la Grèce que je vais, personnellement. Et puis aussi, j'ai fait le film sur Cousteau et j'ai appris à appréhender la mer de façon différente en étant dans des lieux très dangereux, comme passer du sud de l'Argentine à l'Antarctique, dans le passage de Drake, qui était vraiment extraordinaire et en même temps très mouvementé. Et j'aime bien ça. J'ai adoré faire de la plongée. Alors ça, c'est quelque chose que j'ai découvert aussi grâce au film. D'ailleurs, j'étais venu ici
pour évoquer ça, cette expérience avec les plongeurs, les caméramans du commandant Cousteau. J'ai gardé quelque chose de passionnel dans mon rapport avec l'élément marin. Est-ce qu'il y a un mot, une phrase que vous aimez dire, qui, ne serait-ce que par sa sonorité, vous... En fait, vous n'aimeriez pas l'entendre, parce Pourquoi ? que moi j'aime bien utiliser des jurons. Allez-y. Non, parce que ce sont des jurons d'ailleurs qui ne sont pas forcément en langue française d'ailleurs, j'aime bien... allez-y, bien comme ça on ne utiliser, comprendra pas forcément. Oui, mais j'aurais pitié pour mes amis polonais par exemple, parce que je sais qu'ils savent exactement à quoi je pense. Il y a des sonorités qui roulent bien, Oui, qui oui. vous permettent de vous débarrasser de la tension, de l'énervement. Alors, vous savez, dans le film Matrix, les metteurs en scène m'avaient demandé de trouver une sorte de longue ligne d'injures en français. Ouais, C'est moi qui l'ai trouvé, qui l'ai mise au point. Ouais. Alors ce genre de liste d'insultes, j'ai même rencontré un chanteur d'opéra une fois, russe, qui m'avait dit qu'il avait appris le français grâce à ma tirade de Matrix. Ça lui avait donné envie D'aller d'apprendre plus le loin. français. Et dans sa loge, il me l'avait dite. Et on l'avait dite ensemble, mais il avait une meilleure mémoire que la mienne. Je ne pourrais pas vous la sortir maintenant. Il y a quelque chose chez vous, Lambert Wilson, qui est très particulier dans votre jeu d'acteur, je trouve, c'est qu'on a l'impression que vous chantonnez parfois un peu vos textes. C'est-à-dire que tout ce que vous m'avez dit jusqu'à maintenant, en parlant de sonorité, de relief du verbe, de cette musicalité aussi de la langue, on la ressent dans certains de vos rôles. Vous avez une façon de poser votre voix qui fait qu'on pourrait très bien mettre une musique de film derrière. Et c'est souvent ce que font les réalisateurs d'ailleurs. Ça, je n'en suis pas conscient. Il se trouve que j'ai appris mon métier en Angleterre, parce que Ouais. après le bac en poche, j'étais parti pour Londres et j'ai fait 3 ans d'études. Et en fait, j'ai appris mon métier en anglais. Et en fait, l'anglais est une langue plus musicale qui utilise une différence de hauteur entre les sons graves et les sons aigus, qui est beaucoup plus large, une ampleur de son. Et peut-être qu'en fait, malgré moi, j'applique ces réflexes-là à la langue française. Et c'est vrai que j'ai plutôt tendance à... On pourrait me reprocher de chanter, oui, c'est vrai. Non, c'est pas un reproche en plus. Mais souvent, En tout cas, moi, c'est pas un reproche. Souvent, ça l'est. Et c'est pas chanter, c'est une façon de poser la voix qui fait que je trouve ça très joli, moi. Mais bon. Mais c'est-à-dire qu'en fait, comme je travaille énormément le chant parallèlement à mon forcément, travail d'acteur, il est clair que ça a un effet. Je veux dire, j'utilise la voix d'une façon particulière, ma voix est plus timbrée, j'utilise... peut-être je suis plus sensible à tous les mouvements de la langue, etc. Les Français ont tendance à parler, surtout les acteurs de cinéma, à parler très plat et, et ne pas faire d'excès de musicalité. Moi, je suis comme une mouette. Il y a un goéland qui s'est posé juste derrière, qui vous écoute très attentivement. Oui, il va se jeter sur moi. Non, pas du tout. De quoi vous Il voulez se dit, quoi, que veut Lambert Wilson sur mon territoire? Là, on parlait de musique, on parlait de... Il est très intrigué. De chant. Proust, c'est toujours votre penseur de chevet, comme vous dites? Ouais, je ne sais pas si j'ai vraiment un penseur de chevet, parce que finalement, le problème, c'est que je lis beaucoup de choses, mais j'oublie tout aussi rapidement. Alors, j'ai un problème de mémoire, moi. Mais Proust, je retrouve toujours... Waouh! Je retrouve toujours une sorte de complexité de pensée extraordinaire chez Proust, c'est-à-dire que ce que je n'arrive pas à mettre en mots dans les sensations les plus subtiles, les impressions, les souvenirs, la mise en ordre des souvenirs, subitement Proust, en une phrase, il met ça... voilà, c'est ça le sens de la vie. C'est pas ailleurs. On a un public, hein, c'est ça. Oui. Mais oui. Ils attendent un poème, Lambert. Non, ils en ont marre que je déblatère sur des fadaises sur le... Oui, ça suffit maintenant. Oui, vous avez raison. Oui, donc Proust, donc vous disiez. Il a cette capacité à exprimer des choses très complexes en une phrase. Longue, mais une seule phrase. Et je trouve un peu longue. Ouais. Il est inégalé pour ça. Bonjour. Bonjour. Vous vous sentez libre en voyage, Lambert Wilson? Avec très peu d'affaires sur vous, vous aimez être entouré, vous aimez être dans votre maison, dans votre cocon? Non, moi j'aime bien être voyager léger. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, je trouve qu'on accumule trop d'objets dans la vie et il faut voyager léger parce qu'on n'emportera rien avec nous. Et donc en fait,
Oui, c'est agréable de se créer un cocon, un intérieur, de recevoir ses amis, d'être entouré des objets qu'on a comme ça rassemblés pendant sa vie. Mais en fait, je ne me sens jamais mieux que dans une chambre d'hôtel. Ouais. Ah ouais? Oui, sans rien. Impersonnel. Oui, juste j'ai moi et un sac. Et en fait, c'est là où j'ai le plus... En fait, l'accumulation des objets, je trouve ça... C'est lourd, ça... Et puis, ça vous rappelle la vie passée, tout ce que vous avez vécu. La nostalgie revient Oui, avec ça. la nostalgie revient Ouais. avec les objets. C'est vrai. C'est Vous vrai. n'êtes pas d'accord, les oiseaux? Hein? Pour terminer, qu'est-ce que vous leur conseilleriez de lire à ces enfants, à la jeune génération comme lui, qui a l'air très jeune d'ailleurs? C'est un goéland de l'année celui-là. C'est difficile en fait de se dire qu'est-ce qui est indispensable. Ce qu'il a été pour soi ne le sera pas forcément pour les autres. Ouais. Mais moi j'aime bien les gens qui écrivent bien. Je trouve qu'il vaut mieux lire, se renseigner un petit peu, se dire bon, qui écrit vraiment, vraiment bien et lire quelque chose de Marguerite Yourcenar ou quelque chose de Dostoïevski ou quelque chose de Victor Hugo, plutôt que de perdre son temps avec des choses moins profondes. Honnêtement, quand vous regardez votre bibliothèque et vous voyez ce que vous avez acheté qui était en tête de gondole dans les gares, il y en a très peu qui vous laissent des grands souvenirs. Ouais, c'est Franchement. pas faux. C'est dur ce que vous dites, mais c'est pas faux. C'est pour ça que, par exemple, moi, on m'a demandé d'écrire. Oui, j'allais dire, vous avez pas envie d'écrire un roman? Non, j'ai pas envie d'ajouter du blabla à la littérature mondiale. Une pièce de théâtre, non, Lambert? Non, j'ai pas ce talent-là, de toute façon, j'ai pas la patience. Non. Bon, merci beaucoup Lambert Ok. Wilson. Bon, Merci pour cette balade bucolique ici à Monaco, avec les goélands, la mer, les jardins de tout à l'heure. bucolique et maritime. Et maritime, exactement. À bientôt Et Lambert. on va se jeter dans un bouquet de fleurs. Là. Terminons avec les fleurs blanches. Et retour en studio à Monaco avec notre club de lecture. Avant de recevoir une lycéenne, on commence avec les pépites des libraires. Bonjour Déborah Damblon. Bonjour Emmanuel. Lycéenne aussi quelque part, en tout cas jeune dans l'âme. 17 ans d'âge même pas mental. lycéenne. À peine, vous me connaissez. Vous êtes libraire à Bruxelles, dans la librairie du théâtre Le Public, magnifique librairie dans un magnifique théâtre. Et vous avez en main un roman d'une autrice que vous aimez tout particulièrement. Tout particulièrement, effectivement, Emmanuel, c'est Traces de Geneviève Dama. Et ben justement, Traces, c'est l'histoire de Farkas. Farkas, elle a 15 ans. Elle vit dans les quartiers, comme on dit, et elle a deux occupations principales, courir, donc faire de la course, et dealer de la cocaïne. Super. Et en fait, ouais, voilà. Et donc sa vie est écartelée entre les deux occupations qui sont peut-être pas tout à fait compatibles. Non. Et c'est vraiment, comme toujours avec Geneviève Damas, c'est d'une justesse, d'une perfection dans les sentiments, dans l'analyse de la situation. Parce que moi, c'est la première fois que je me retrouve dans la peau d'une dealeuse de drogue. J'espère bien, oui. J'espère. Et en fait, c'est subtil parce qu'on se rend compte que c'est pas si simple, que c'est pas que des mauvaises personnes, que Farkas, elle a pas trop le choix parce que sinon sa maman, elle arrive pas du tout à joindre les deux bouts. Ouais. Mais en même temps, elle a des rêves, elle a envie de courir et voilà. C'est le grand écart de cette jeune fille entre toutes les possibilités qui s'ouvrent à elle, mais les renoncements que chaque possibilité implique, bien évidemment. Bon, j'espère C'est que ça toujours ne l'écriture de donne Geneviève pas Dama. envie, en tout cas, de se plonger dans cette drogue désastreuse qui fait des ravages considérables. Ça donne plus envie de courir, je vous rassure. Bon, j'espère. Très bien. Bon, je suis un peu mitigé, mais je vais le lire quand même parce que j'aime bien Geneviève Dama. Merci Déborah. Vous allez aimer, Emmanuel, je vous connais. Je rappelle que vous êtes libraire à Bruxelles, dans la librairie du théâtre Le Public. Je vous embrasse. À bientôt, Déborah. Une autre lectrice est en plateau avec nous. Elle est lycéenne en terminale au lycée Nicolas Barré de Monaco. Bonjour Marie. Bonjour. Ne jamais commencer la drogue, je te conseille. Tu as 17 ans et il y a un livre qui a illuminé une partie de ta vie. C'est un livre assez récent sur lequel tu es tombé un jour et il s'est passé quelque chose en toi. Oui, c'est ça. J'ai vu, il a été sélectionné au prix Prince-Pierre, du coup. Oui. Et c'est un livre qui s'appelle La colère et l'envie, donc, d'Alice Renard. C'est son premier roman. Du coup, on voit qu'elle a vraiment
l'écriture d'une grande écrivaine. J'adore sa manière d'écrire. Ouais. On suit l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Isor, de sa petite enfance à son adolescence, à travers ses relations avec les autres. C'est-à-dire qu'on n'est pas directement dans sa tête, mais on est à travers ses parents, ses voisins, un de ses amis. Ouais. Et on la voit du coup grandir comme ça, alors qu'elle travers la voix des autres. Oui, c'est ça. Ah, c'est bien ça. Alors qu'elle est différente des autres, parce qu'elle est neurodivergente. Donc on ne sait pas exactement ce qu'elle a. Elle est peut-être autiste, peut-être quelque chose comme ça, on ne sait pas trop. Et voilà, on la suit dans son évolution, cette petite vie particulière. Bon, ça a l'air intéressant. Son livre est sorti en 2023, alors qu'elle n'avait que 21 ans, hein, l'autrice Alice Renard. Il a été encensé par la presse, sélectionné pour de nombreux prix. Un roman consacré notamment par le prix Maurice Genevoix de l'Académie française. Raconte-nous ce qui t'a plu tout particulièrement. Qu'est-ce qui t'a provoqué ce déclic-là ? C'est vraiment le fait que le personnage principal qui est différent n'est pas réduit. Et c'est pas un personnage commun qu'on voit dans les médias. Souvent, on les voit, les personnages neurodivergents. Ouais. Ils sont vraiment pas considérés dans leurs sentiments et dans leurs envies. Et là, elle est vraiment mise en avant. Elle fait ce qu'elle veut, et c'est les autres qui doivent s'adapter à elle. Bon, comment fais-tu tes choix de lecture ? Qu'est-ce qui te dirige vers un livre ou vers un autre ? Comment ça se passe pour toi ? C'est vraiment au feeling. Souvent, je lis la dernière de couverture et la première page pour voir le style de l'auteur. Et après, je commence et voilà, je me laisse vraiment porter par mes livres. Bon, c'est exactement ça qu'il faut faire. Commencer par la première page, piocher à l'intérieur des livres, c'est ce que je vous conseille, plutôt que la quatrième de couverture, qui est souvent très mal faite. Hein. D'ailleurs, il y a un gros boulot à faire du côté des éditeurs, mais ça, c'est mon avis personnel. Mais quand vous lisez des fragments à l'intérieur et que vous lisez la première page, c'est un conseil que donne aussi Daniel Pénac. Vous pouvez avoir un aperçu du livre. Bravo, merci beaucoup Marie. Merci à vous. Je rappelle que tu es lycéenne en terminale au lycée François d'Assise Nicolas Barré de Monaco. Je te souhaite une belle fin d'année scolaire avec le bac au bout, la mention évidemment, ou le 20 sur 20 au grand oral. Parfait. Tu reviendras nous dire. Merci de nous avoir suivis. C'est la fin de cette émission, une émission qui vit aussi sur Internet, sur les réseaux sociaux et sur YouTube. Faites passer le message. Merci à toute la formidable équipe qui m'accompagne. Bonne semaine ou bon week-end à vous tous. À la semaine prochaine.